Il va la frappe. Tout son magique, le Monégasque. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde, et comme vous le savez déjà, vivement la fin de saison. Voilà, c'est le parti, c'est le nouveau mantra du débrief. Donc, cette fois encore plus justifié. Hein. On avait été éliminé en Coupe de France mardi contre Reims, tir au but, et là on a perdu contre la Lanterne Rouge, Montpellier, qui est nul depuis le début de la saison, qui met pas un pied devant l'autre, qui a gagné 2 matchs dans sa saison, et voilà, qui nous l'a mise à l'envers. Et on a un petit peu, voilà, on s'est appliqué nous-mêmes le petit gel, la petite vaseline autour de la rondelle quand même pour que ça rentre plus facilement, hein, on va pas se mentir, hein, ils avaient plus qu'à pousser comme on dit. Donc voilà, Monaco qui s'incline 2-1. Altamari qui a pas mis un but de la saison, qui comme par miracle vient caler un doublé. Voilà, c'est fantastique, mais sans plus d'ironie, je vais évidemment laisser la parole à Pat qui est avec moi ce soir et qui va nous faire son j'aime pas. Salut. Le j'aime, il est compliqué à trouver quand même, un match comme ça. T'as le droit de pas en avoir. Si, j'en ai quand même un. J'ai beaucoup apprécié les 70 appels de Biarritz, avec 0 servi, hein, bien sûr, parce que sinon c'est trop facile, quoi. Mais voilà, j'ai quand même aimé voir un profil d'attaquant qui est un peu différent de ce qu'on a. J'ai vu quelqu'un qui a fait énormément d'appels dans le dos de la défense, qui a proposé beaucoup de solutions à nos mi-offensifs. Le seul problème, c'est que c'est des poulets sans tête qui ne lèvent pas du tout la tête, qui ne regarde pas, et à chaque fois il n'a jamais été servi, même quand il était vraiment en position idéale, qu'avec Liouche avait juste à lui faire quasiment la passe pour inscrire le but, mais bon, on pourra en revenir là-dessus plus tard, quoi. Voilà, en tout cas j'ai bien aimé, il fait pas un match extraordinaire, bon de toute façon il n'a pas de ballon, hein, on peut pas non plus l'accréditer d'un beau match, mais voilà, j'ai aimé en tout cas ce qu'il a pu apporter sur le terrain, et je pense qu'il pourra nous être utile quand on commencera à apprendre à jouer avec lui, parce que c'est un style de jeu différent avec Mbolo, du coup, qui joue plus en pivot, en point d'appui, qui participe plus au jeu. Là, c'est quelqu'un du coup qui va te permettre de jouer peut-être beaucoup plus dans la profondeur, et qui va t'apporter autre chose. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'aime pas, outre ce match complètement dégueulasse, j'ai beau avoir une gastro en ce moment, c'est plus ça qui m'a fait mal au bide que les gastro. C'est surtout qu'on donne encore le match une nouvelle fois, quoi. Combien de buts on va offrir, quoi. Cette saison, on en est à Arsenal, à Benfica. C'est-à-dire que la chiasse, tu l'as eu avant, pendant et après, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Avec plusieurs joueurs que j'en suis sur la fin, quoi. Mais... Et donc contre Montpellier, ça fait donc 5 fois cette saison qu'on offre un but. Et quand je dis offrir, c'est vraiment on donne le ballon, on fait la passe pour que l'attaquant aille faire un face-à-face avec notre gardien, quoi. Faut arrêter à un moment donné d'offrir des ballons comme ça, quoi. Tu le fais une fois dans la saison, c'est le but de gag, ok, mais 5 fois dans une saison, c'est la première fois que je vois ça, quoi. Moi, le j'aime, c'est le but de Camara à la 98e. Ah non, merde, c'était le match aller, ça, j'ai confondu. Ah, quel con. Non, j'ai pas de j'aime, évidemment. Je me suis fait chier à en trouver un quand même contre Reims. Là, j'ai pas envie. Vraiment pas. Je vais pas faire cet effort-là. Et le j'aime pas, c'est tout. Voilà, c'est l'ensemble. J'ai vraiment rien à sauver de ce match-là. Alors, on pourra me dire, oui, la première période, on a des occasions. Très bien, mais bon, là, j'ai pas envie. On va attaquer du coup. Ah, les mettre au fond, c'est mieux. Voilà. C'est bien d'avoir des occasions, mais si vous pouvez les mettre au fond. On va enchaîner avec la composition sur ce match. Alors, il y avait une légère rotation effectuée par Adi Hutter, notamment un peu plus sur les côtés. Il y avait le retour de Radek Majiki sur le terrain, dans le but. Et tu as parlé de Biret aussi dans ton j'aime. C'était aussi sa première titularisation sur ce match. On avait donc forcément envie d'en voir un peu plus après une entrée
plutôt prometteuse contre Reims, où il avait délivré une passe décisive, même s'il avait raté son tir au but. Mais donc, oui, il faut prendre tous les faits. Hein. Mais en tout cas, bon, l'entrée était plutôt positive, donc on avait évidemment envie d'en voir un petit peu plus. Elle était aussi logique, évidemment, puisqu'on a cette rencontre face à Aston Villa qui arrive mardi, pardon. Et donc voilà, c'était une rotation qui était peu importante, mais sur certains postes clés, type latéral droit ou attaquant, elle était évidemment obligatoire presque. Ouais, bah après, en fait, t'as tellement de joueurs qui sont blessés, qui sont de retour, faut aussi leur donner du temps de jeu pour qu'ils puissent être prêts pour jouer contre Aston Villa, quoi. Donc c'est pour ça qu'Atliouche se retrouve aussi titulaire, que Golovin devait avoir du temps de jeu et qu'il est entré en cours de match. Donc après, bon, la rotation, que même Bolo soit sur le banc pour être frais pour jouer contre. C'est logique, Aston. Hein, ce sera le seul attaquant disponible. Ouais, mardi, j'arrive à le comprendre, mais pour moi, le 4-4-2 était quand même bien joué contre une équipe qui va jouer le bus. Franchement, j'aurais préféré jouer avec 2 attaquants sur ce match-là. J'aurais préféré, quitte peut-être même à mettre Michel, je sais pas. On n'était pas si loin du 4-4-2 au final avec le positionnement de Oui, bah, Benziger. t'as tellement la possession, tu joues tellement haut que forcément, oui, ton 10 il est collé à la ligne de ton attaquant. Oui, je suis d'accord. Même les 4 ils sont tellement hauts, ils sont sur la même ligne offensive. Maintenant, j'ai envie de te dire, je pense que si on avait mis Mbolo, je suis pas certain qu'on aurait eu vraiment 2 attaquants de pointe. Enfin, je veux dire, on aurait eu peut-être un Mbolo plus soutien, plus reculé et pas 110. Ouais, bah, voilà. comme il est rentré en fait. Ouais, bah, donc, il est rentré, il a joué plus comme le match aller à Montpellier où il avait joué un peu en 10. Donc c'est pour ça, tu vois, je me dis, bon, finalement, ce rôle-là, c'est un peu Benziger qui l'a eu, en fin de compte. C'est sûr que la complémentarité entre lui et Biarritz et Mbolo, elle demande d'être vue quand même. Je suis pas sûr non plus. Clairement, on voit plus quelque chose avec Balogun. Ça pourrait être un objet de débat. C'est pas faux. Après en avoir cherché un pendant une demi-heure, c'est pas faux. Ouais, on aurait dû commencer l'émission tout de suite plutôt que d'en chercher un pendant une demi-heure. Et là, on se dit, voilà, c'est bon, on en a un. On garde ça. Voilà. Bon. Et pour après, non, les latéraux, bon, comme tu l'as dit, entre Caio Henrique et Ouattara en off. C'était logique pour en tout cas pour Vanderson, puisque voilà, en tout cas lui on sait qu'il sera titulaire mardi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de concurrence pour lui à ce poste-là. À gauche, par contre, c'est différent, puisque Caio Henrique, vu son niveau de jeu actuel, ça n'en fait plus un titulaire automatique. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair et net, surtout que on l'annonce sur le départ, et la citation de... La déclaration de Scuro sur le mercato qui a dit que il pourrait y avoir des départs, enfin qui sont ouverts au départ sur des joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. Je pense que très clairement c'était le joueur visé par cette décla, Caio Henrique. C'était peut-être pas le seul, mais en tout cas très. Matazo. Mais Matazo dans l'eau forcément. Oui. Pour moi, la façon de dire des joueurs ouverts au départ sur certains joueurs qui n'ont pas donné satisfaction, je pense pas à Matazo en premier, parce que Matazo, tu t'attends pas grand-chose de lui. Ouais, non, par contre, quand Caio ou Mbolo, quoi. Oui. Voilà, quand tu fais partir Jacobs en début de saison pour justement aussi réinstaller Caio après sa blessure, c'est que t'attends aussi beaucoup plus de lui. Enfin, très clairement, t'as d'énormes attentes à ce niveau-là, et bon, c'est une évidence qu'il n'y a pas répondu depuis le début de la saison. Donc voilà, pour moi c'était vraiment le scud a été dirigé sur lui. Donc voilà, aujourd'hui, après entre guillemets, Ouattara et Caio Henrique, c'est bonnet blanc, blanc bonnet aujourd'hui. Les deux sont aussi mauvais l'un que l'autre. Donc voilà, là pour mardi, il y aura certainement Caio Henrique titulaire, je pense, surtout après la bévue de Ouattara sur ce match-là. Mais en soi, ça reste plutôt ouvert, quoi, on va dire. Disons que Hutter privilégiera aussi sans doute le choix de l'expérience, certainement aussi, par rapport à Ouattara. Mais voilà, en termes de concurrence, aujourd'hui, ça reste assez ouvert.
Donc ce match, bon, on l'a dit quand même, il a pas si mal commencé. On a eu des bonnes situations, des bonnes occasions, même si Montpellier a aussi quelques contres, mais c'est vrai qu'on a été quand même globalement plus dominateur. Il y a eu pas mal de frappes d'Elias Benseguir sur ce match qui ont été repoussées à plusieurs reprises par Benjamin Lecomte, notre ancien gardien, qui s'est donc illustré. J'ai noté plusieurs situations. Il y en a une qui vient très tôt à la 2e minute. Il y en a une autre à la 17e. Donc voilà, il y a quand même des bonnes frappes. Après, c'est vrai que c'est des frappes qu'on revoit. Je sais pas si tu t'en souviens ou pas. Oui. Mais voilà, c'est vrai que souvent c'est un peu souvent la même chose quoi sur les frappes qu'on voit, tu vois la frappe lointaine enroulée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas des frappes qui souvent ils cherchent côté ouvert. On n'a pas de grande variété, on va dire. Après, quand tu joues contre un but, quoi, c'est un peu le peu d'occasion qui te reste, quoi. C'est arriver à faire des frappes lointaines parce que c'est tellement regroupé devant et t'espères que le gardien est masqué sur la frappe qu'il a un peu de temps de retard pour aller la chercher, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est pas le cas là sur le coup. Benjamin Lecomte les a bien lus. Et ce qui est parfait, ça illustre parfaitement ce que je pense de ce gardien en disant que c'est un bon gardien pour un club qui joue le bas de classement, quoi, qui sait s'illustrer sur ce genre de match où il a 50 tirs sur lui et lui là il va se montrer, quoi. Quand il va jouer dans un grand club où il a que 3 tirs à arrêter le lendemain de match, ça va être plus compliqué pour lui. Mais il y a aussi une situation assez dangereuse pour Altamari. Qui a un contre favorable, mais il tire à côté. Et assez logiquement, quand même, il y a une ouverture du score signée Thilo Kehrer. Donc là, alors, c'est bien parce que ça veut dire qu'on les bosse, mais c'est un peu emmerdant, c'est qu'on marque quasiment que sur des coups de pied arrêtés. J'ai pensé la même chose. Ouais. Quand on a mis le but, j'ai fait putain. On a eu 50 occasions, on met un but sur un corner. Il n'y a que là qu'on arrive à faire quelque chose. Tellement dans le jeu, on n'y arrive pas, quoi. Mais c'est ça. J'ai pensé ça sur le moment même. Ah bah oui, non, mais et puis c'est encore. Alors ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce type de corner. Tiré premier poteau et un chanceux, joueur qui. Ah, il est chanceux en plus, le but. Alors. Qui remet la tête et derrière, j'ai l'impression que le défenseur il la touche aussi pour que ça. Ou que le compte il se cague un peu. Ouais, je pense que le compte pour lui, elle est à bout portant, elle est difficile. La tête est décroisée et assez forte. Donc voilà, je sais qu'il la touche du coude, mais c'est vrai que je pense que c'est difficile d'intervenir à mon avis sur cette action. Après, le défenseur, en fait, c'est parce qu'il n'est pas au marquage. Enfin, il est au premier, vraiment sans être au premier, je crois. Enfin, et du coup, Kehrer arrive lancé aussi. Donc, en tout cas, c'est ce modèle de corner, on l'a déjà vu, notamment à Auxerre, où il avait marqué déjà justement Kehrer. Avec ce jaillissement au premier poteau, donc voilà, on a quelque chose qu'on a déjà vu, mais voilà, encore une fois, c'est un but sur coup de pied arrêté, et c'est vrai qu'on n'arrive toujours pas à marquer dans le jeu, et là ça commence à faire longuer, quoi, quand même. Enfin, il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que j'ai l'impression que faudrait vérifier, mais j'ai l'impression que la majorité de nos buts maintenant sont sur des coups de pied arrêtés presque. Bah ouais. Je sais pas si t'as la stat, est-ce que tu l'as déjà ressorti? Non, j'ai pas pensé à regarder ça, mais c'est intéressant à les regarder, ouais. Parce que je pense que ça peut être révélateur, on a vraiment du mal. Parce que je sais pas si on peut trouver ça facilement, rapidement, sans se taper tous les buts qu'on a marqués depuis le début de la saison. Sur FBRF par exemple, je ne sais pas. Parce qu'avant, il y a peut-être la Ligue qui avait peut-être des stats assez simples, on va dire, à trouver. Mais là, maintenant, vu que leur site est devenu pourri et qu'il n'y a plus rien dessus, je sais pas. Peut-être que ça y est aussi, mais bon. Ouais. En tout cas, après l'ouverture du score, il y a une grosse occasion pour Montpellier. Mais là, on a une belle intervention, Pat, de Majewski devant Kazri. Oui, qui nous fait un très très bel arrêt. Qui fait plaisir. Ça fait quelques temps qu'on n'avait pas vu Majewski sortir un gros arrêt, quoi. La majorité des frappes étaient quand même pas non plus très compliquées. Je parle sur tous ces matchs, je parle pas que sur celui-ci. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu faire un arrêt qui est vraiment déterminant, qui nous fait du bien à ce moment-là, parce que on gagne 1-0, c'est pas le moment qu'on se prenne l'égalisation quasiment tout de suite après avoir enfin ouvert le score. Donc là, voilà, celui-là, il fait du bien, je trouve. Au départ, en face à face, quoi, en 1 contre 1 en plus. Ouais, au départ, c'est 1 contre 1 quand même, donc ça montre aussi, je trouve, sur ce match-là, qu'on a eu énormément de difficultés à fermer derrière, tout simplement. Ils avaient énormément d'espace. Alors,
Je crois que, je sais pas si c'est Gasset qui a dit ça à la fin, que voilà, c'est plus facile quand votre adversaire laisse 30-40 mètres dans son dos pour aller attaquer la profondeur, mais clairement c'est ce qui s'est passé. C'est normal, hein. Vu qu'il joue le bus, qu'il joue vraiment une défense ultra regroupée derrière, ça nous pousse à être très très haut sur le terrain, et du coup après on s'expose du coup, tu vois, on ne va pas laisser nos attaquants dans les 30 mètres adverses et nos défenseurs qui sont 50 mètres plus bas, quoi. Ça sert à rien, tu es obligé de resserrer les lignes pour faire tourner le ballon. Donc forcément tu laisses des espaces, et si tu n'as pas des défenseurs qui sont rapides, tu t'exposes. Ouais. Donc voilà, et bon là c'est encore une fois une transition. Du coup, à noter quand même que cette transition, et en tout cas c'est la passe, c'est une passe d'Altamari pour Khazri, passe magnifique qui intervient suite à un contrôle foiré. C'est voilà, comme quoi un mauvais contrôle, des fois mine de rien, ça peut quand même aussi. Ça veut pas dire que ça peut annihiler totalement une occasion, parce qu'au contraire, ça l'a peut-être rendue plus belle que ce qu'elle n'aurait été si Altamari avait réussi son contrôle, en fin de compte. donc voilà. Maintenant, il y a quand même une seconde période à disputer, et là, Monaco va quand même s'écrouler. Voilà. Monaco est logiquement devant à la pause. Monaco est tombé sur un Lecomte décisif à de nombreuses reprises, mais Monaco va rapidement craquer pendant la seconde période, et là, donc je le disais, Altamari qui va commencer son petit récital, c'est peut-être un grand mot, mais bon, oui, clairement, c'est lui qui va nous faire mal. Ouais, surtout Ouattara là, qui nous fait mal. Là, il a fait le plus dur quand même. Ouais. Alors, ça va le lancer, quoi. Très très mauvaise passe en retrait à Madjeki, mais vraiment d'une mollesse. C'est à peine s'il le touche le ballon en fait, quoi. Et du coup, c'est qu'il laisse complètement Altamari tout seul, qui est lancé en plus, qui est vraiment dans sa course et tout, donc il a plus qu'à aller la prendre et aller la pousser au fond des cages, quoi, parce que du coup, Madjeki il s'attend tellement pas à ça, il s'attend tellement à avoir une passe qu'il n'est pas sur ses appuis pour faire un arrêt, il est sur ses appuis pour aller dégager le ballon, quoi. Et le temps qu'il se remette en place, voilà, il a fait. Altamari fait une belle frappe au poteau pour pas qu'il aille la chercher, c'est fini, quoi. Tu te fais égaliser sur une merde encore. Ouais, alors j'ai quand même envie, évidemment, alors on va incriminer Ouattara sur ce but, ce qui est normal. Hein. Oui. Quand même envie de parler de Majewski sur ce but, parce que ce sera peut-être on pourra peut-être dire que c'est un petit peu sévère, mais je trouve que son positionnement. Le problème de Majewski, on le sait, c'est sa gestion de l'espace, la lecture de la profondeur, etc. Et donc le fait que ce soit un gardien qui, par rapport à Philippe Keun, joue beaucoup plus reculé. Alors, on pourra toujours me dire... je sais que j'ai déjà dit que je préfère un gardien qui fait des arrêts sur sa ligne qu'un gardien qui livre un peu plus la profondeur. Et, voilà. Il n'empêche que sur cette situation, j'ai l'impression que, encore une fois, si Majewski est peut-être un peu moins... coincé dans sa surface, s'il réduit un peu l'écart, la distance entre lui et ses défenseurs, je pense que peut-être la situation est peut-être un peu différente. En tout cas, c'est même sûr. Voilà, l'action se termine du pas coup, pareil. il réduit l'écart entre la mauvaise passe de Ouattara et lui, donc du coup, il a plus de chances d'être directement sur l'attaquant, quoi. Et même, j'ai envie de dire, peut-être potentiellement intervenir lui, si jamais. Peut-être pas quand même, mais... oui. S'il est plus avancé, je pense qu'il intervient même directement sur l'attaquant, quoi, pas sur la frappe. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'on aura peut-être tendance à tout de suite se focaliser sur la passe ratée de Ouattara, mais je me dis, avec Philippe Keun, peut-être que ce but, on ne le prend pas. C'est une hypothèse que je formule, en tout cas, mais voilà. Maintenant, je veux pas dire que c'est de la faute de Majewski non plus, je dis juste que peut-être en étant un peu plus avancé, ça change les choses. Mais en tout cas, deuxième période qui est complètement opposée à la première. On a un Montpellier qui est revigoré, c'est vraiment le cas. Et Monaco qui sombre, Monaco qui on a pris le coup de massue là. À ce moment-là, après c'est fini, il n'y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus rien du tout, quoi. Il y a Ouattara qui est remplacé à l'heure de jeu, donc malheureusement un petit peu trop tard. On a également Michal qui rentre. Alors lui, le pauvre, il va pas rester longtemps sur le terrain, puisque 20 minutes après, il va prendre
un coup dans les baloches et ça fait mal. Voilà. Ah, c'était les baloches. J'ai cru que c'était sur c'est de la cuisse qu'il avait mal, quoi. Non, Il prend déjà un premier coup quelques minutes avant. Et pour ça, j'ai cru que du coup, finalement, il avait essayé de tirer dessus et que ça avait pas tenu. D'accord. J'avais pas vu que c'est un coup dans le baloche. Bon, c'est rassurant, du coup. Ça veut dire qu'il est pas. C'est rassurant. Bien sûr, c'est pas une nouvelle blessure, quoi. Non, après, est-ce que c'est rassurant? Je sais pas. J'espère pour lui que tout va bien, quoi. mais donc voilà, en tout cas, il n'y a plus grand-chose. Alors, effectivement, on a un Montpellier qui est quand même beaucoup plus incisif. Monaco qui a beaucoup de mal à relever la tête, et c'est quelque chose qu'a noté Hutter, hein, notamment en conférence de presse. Voilà, le body language qui est clairement qui montre une équipe en manque total de confiance, qui montre une équipe qui n'est plus là mentalement, et Montpellier donc qui fait le boulot derrière pour aller marquer ce deuxième but. Il y a quand même une belle tête de Magassa quand même, mais encore une fois que le compte vient claquer, et puis ensuite voilà, Altamari qui va faire qui est libéré très clairement, et qui va aller marquer le deuxième but, inscrire son doublé. Ah bien, aidé par Mbolo aussi, hein, encore une fois. Aussi. Ouais. Mbolo qui avait visiblement recherche pas envie de la faire faute. la passe. Voilà, qui recherche la faute absolument, quoi. Et puis. Ouais. Bah, après, on pourrait parler aussi des changements d'Hutter quand même, parce que je comprends pas pourquoi à ce moment-là du match où tu t'es fait égaliser, tu fais du changement poste pour tout le monde. Alors, même si c'est clairement beaucoup plus offensif d'avoir Vanderson et Caillou. Moi perso, j'aurais peut-être même passé une défense à 3 pour mettre beaucoup plus d'offensive à ce moment-là. Quel est l'intérêt de faire entrer Michal, qui n'a pas énormément d'espérance, un jeune, tu le lances dans un match comme ça où clairement il y a le feu, il faut que tu ailles chercher la victoire. Pourquoi tu relances pas Golovin, que tu dois faire entrer de toute façon, parce que tu as envie qu'il joue aussi le match contre Aston? Et pourquoi tu fais pas rentrer directement un deuxième attaquant pour jouer plus de longtemps? J'ai pas compris pourquoi il est resté dans son schéma et il a fait rentrer un petit jeune. Je sais pas, peut-être qu'il s'est dit que j'ai encore le temps, quoi. Je pense que l'entrée intéressante de Michal l'a peut-être conforté sur le fait qu'il était prêt pour gagner un peu plus de temps de jeu. En tout cas, c'est ce qu'on avait dit après le débrief contre Reims. Mais après, je pense aussi qu'il y avait peut-être une volonté d'aller un peu plus attaquer en profondeur, parce que Montpellier commençait à découvrir un peu plus aussi, à se lancer un peu plus, à prendre confiance. Et je pense qu'avec Michal, on a un profil qui apporte un peu plus de verticalité par rapport à d'autres joueurs qu'on a. Donc, en tout cas, pour Michal, c'est comme ça que je peux l'expliquer, quoi, déjà, ce changement. T'arrives avec Liouche qui est un de tes porteurs de ballon, quoi. Donc après, il n'y avait plus grand monde qui savait porter un ballon, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que les 60 premières minutes d'Akliouche étaient assez mauvaises. Je suis d'accord. Voilà, donc bon. C'est pour ça que je parlais de remplacer par un profil qui était identique avec Golovin, quoi. Oui, mais bon, peut-être que du coup, t'as vu la tournure du match, t'as peut-être besoin de quelque chose de différent aussi. En tout cas, je pense que ça méritait, quoi, de voir quelque chose de différent. Quoi qu'il en soit, malgré le fait qu'on pousse, bah, ça finira quand même sur le score de 2-1 et une belle défaite. Oui. Et oui, tout à fait. Et voilà, 2-1 face à la lanterne rouge. Y a une occasion quand même pour Mika Biret dans le temps additionnel, sa seule occasion, 93e. Mais voilà, donc une bien vilaine défaite pour Monaco, et donc on va un peu revenir aussi sur le match de Mika Biret. J'ai vu que ça a fait pas mal parler justement, Pat, sur les réseaux, notamment par rapport aux notes. En tout cas, il y a eu des débats, et je sais que un des journalistes Nice Matin, Christopher Roux, qui a répondu aussi aux échanges. Le 3, alors que ça a été donné par l'équipe et Nice Matin, les deux, le 3 de Biret est un peu mal passé. Bon, après, je sais pas s'il faut accorder beaucoup d'importance à ses réactions, mais j'ai l'impression que le 3 est assez mal passé par rapport à son match. Jugé trop sévère, je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, je suis assez d'accord. Un 4 paraît plus logique, quoi.
Même si moi, je l'ai noté dans mes j'aime, c'est pas pour autant que je le mets dans mes tops de ce match-là. Hein, il a rien fait. Ouais, si t'as pas de ballon et que tu fais rien, tu vois, on a eu les mêmes remarques pour Ben Yedder quand il touchait pas un ballon du match et qu'il faisait 10 passes et aucune frappe. On le saquait, ben voilà, là, c'est pareil aussi. C'est un peu l'argument qui a été sorti par Christopher, justement, qui était de dire que bah, voilà, c'est un profil assumé de buteur à l'ancienne, et que bah, quand ça plante, bah, la note grimpe, et quand ça plante pas, bah, c'est le joueur qui va être en dessous de la moyenne, quoi. Maintenant, après, c'est vrai que 3, ça paraît quand même assez lourd. Pour moi, ça reste une note. Bah après, d'un match mauvais, normalement. Bah, disons qu'après, ce qui peut se comprendre, c'est, comme je disais juste à l'instant, c'est que sa dernière action, elle arrive à la 93e. Sa seule action, plutôt, elle arrive à la 93e. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a rien d'autre devant le but. Et je suis d'accord sur le fait que tu as l'impression quand même qu'il n'existe pas beaucoup. Alors, il n'y a rien d'autre si tu le regardes pas. Si tu regardes le ballon, il n'y a rien d'autre, oui. Ouais. Par contre, si tu le regardes lui, je peux t'assurer, il y a quelque chose, quoi. J'ai pas regardé combien de kilomètres il a couru, mais je peux dire qu'il a couru et il en a fait des appels. Et il a été frustré un paquet de fois aussi, de ne pas avoir le ballon sur des appels qui étaient quand même très intéressants. Oui, je pense notamment à un, c'est une frappe d'Akluche qui est repoussée à la 11e minute. Et c'est vrai qu'on le voit réclamer le ballon en plus, mais pour le coup, le défenseur vient vraiment fermer l'angle et la seule solution pour Akluche... T'en as une autre, parce que du coup, moi, à 11e minute, j'étais pas encore devant le match, et t'as une autre action où Akluche aussi... doit lui faire la passe. Plusieurs fois dans l'action, il peut lui faire la passe et il lève pas la tête, quoi. Ouais, alors c'est le problème de nos milieux, quoi, qui n'ont pas levé la tête pour lui faire la passe très très souvent, quoi. Ouais, je sais plus si c'était celle-là ou si c'en était une autre, alors, mais il semblait que c'était celle-là, mais bon, enfin, là pour le coup, peut-être que Akluche avait la possibilité, en tout cas, de le faire, mais moi sur l'occasion dont je me souviens, c'est que pour le coup, l'angle était fermé, donc il pouvait pas faire autre chose et pouvait pas vraiment lui donner, donc. Mais après, oui, je suis d'accord, il y a eu pas mal d'appels, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu contre Reims sur son entrée, c'est qu'on avait un joueur qui finalement essayait aussi beaucoup de jouer sur la largeur, de s'excentrer, d'aller donner d'autres solutions. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a un peu plus vu, par contre, sur ce match-là, dans un autre aspect, dans le jeu en pivot, dans les remises, on a un peu plus vu l'aspect technique, on va dire, et bon, là c'est vrai qu'on voit que c'est loin d'être tranchant, c'est pas forcément toujours précis. C'est un point un petit peu négatif. C'est le problème de jouer dans un 4-2-3-1 où tu le fais jouer du coup en poste un peu de pivot, quoi, qui est pas forcément sa spécialité, quoi. Ouais. Je pense qu'il est plus utile dans une attaque à 2, voire surtout à 3. Alors justement, on va en parler, on va un petit peu je sais pas si on va débattre, mais mais c'est vrai que par contre, tu vois, je l'ai revu à un moment donné refaire un peu comme sur sa passe D, son centre pour j'allais dire pour Salissou. Non, c'est pas Salissou. Non, si, c'est Salissou. Oui, c'est Salissou, oui. Contre Reims. Sa passe D, il y a une situation où il refait la même, et le centre est plutôt bon dans la bonne zone, mais bon, il n'est pas repris cette fois. Mais il y a aussi, voilà. Donc peut-être aussi une qualité de centreur qu'on pourrait peut-être lui découvrir, je ne sais pas. Maintenant, voilà, la question, tu la soulèves, est-ce que c'est un attaquant qui peut jouer seul en pointe? Mais j'ai l'impression qu'en fait, peu importe l'attaquant qu'on met, à chaque fois, on revient toujours un peu sur les mêmes questions. Est-ce qu'il peut jouer seul en pointe ou pas? C'est toujours un peu le même débat qui revient en réalité. Après, je demande à revoir ce match contre une autre équipe que Montpellier qui joue vraiment très très groupé. Parce que là, du coup, clairement, il fait des appels, mais l'espace pour lui faire la passe, c'est quand même très court, parce qu'il a peu d'espace. La défense, elle est déjà quasiment regroupée. Tout contre une équipe qui joue pas aussi bas, ça libère beaucoup plus de place. Tu peux plus facilement lui faire la passe dans la profondeur. Il peut être beaucoup plus intéressant. Donc potentiellement, si même avec une seule pointe, ça peut être intéressant. Si tu joues avec lui aussi et que tu joues dans la profondeur avec lui quand il fait ces appels-là. Ouais, alors du coup, moi, là où j'ai envie de m'interroger, c'est surtout par rapport aux joueurs autour. Parce que là, tu parles de Montpellier, moi j'ai envie de dire par rapport à nos joueurs. J'ai l'impression, en tout cas, aujourd'hui, en tout cas vendredi, moi j'ai vu des joueurs qui m'ont paru assez peu collectifs. En tout cas, les joueurs dont on attend d'être plus animateurs, je les ai vus assez perso. Que ce soit Akliouche, que ce soit Ben Seguir, un peu moins Minamino, mais le problème de Minamino souvent c'est qu'il est à contre-temps.
Mais voilà, j'ai trouvé que justement c'était aussi le problème un peu de l'animation, c'était d'avoir des joueurs qui ont trop tenu le ballon, qui ont trop cherché à faire les différences eux-mêmes, qui ont... Alors, quand ça fonctionne, bah, on est content, parce que ça, voilà, on voit des joueurs techniques, on voit un peu de spectacle, enfin, c'est agréable, mais quand ça fonctionne pas, on se dit, là, pour le coup, c'est des mecs qui portent un peu trop le ballon, c'est des mecs qui sont pas assez collectifs, c'est des mecs qui... Alors, ils ont peut-être pas encore l'habitude aussi de ces déplacements, parce que c'est vrai que... Voir des mecs faire de bons appels, on en a pas beaucoup. Balogun, ça fait longtemps qu'il a pas joué. Ouais, puis même Mbolo, il ne fait pas des appels comme ça, vu que c'est son but, voilà. c'est de jouer en pivot et de jouer, justement d'attendre plus le ballon en retrait. Et pas plus il est Nikena non plus, qui fait des appels comme ça. Donc, voilà. Ah, ça ressemblerait plus quand même à Linkena, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon, il a tellement joué peu souvent en tant que titulaire, quoi, que c'est... Enfin, en tout cas, la question, c'est, voilà, tu disais, toi, de savoir est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'il joue à deux. Alors, est-ce qu'il peut faire une bonne association avec Brel Mbolo? Avec un Mbolo, du coup, qui joue un peu plus en 10, quoi, en pivot, et lui qui tourne autour. Mais derrière, il faut un sacré milieu de terrain, quoi. Il faut que tu aies deux milieux de terrain, il faut Camara Zakaria, quoi. Il faut vraiment que tu aies deux milieux. Parce que là, tu n'as pas un 10 qui vient les aider à la construction et tout, parce que c'est Mbolo. Donc clairement, il va jouer le rôle du pivot, donc lui, il va être très très haut sur le terrain pour s'aligner sur la défense. Donc tu n'auras pas trois joueurs au milieu de terrain comme tu l'as actuellement avec Ben Seguir, qui est quand même très proche de Camara Magassa, par exemple. Oui. En tout cas, je sais que Boris, je crois que c'est Boris qui a dit que lui, il n'y croyait pas beaucoup, cette association. Je pense qu'avec Balogun, sans parler du fait qu'ils aient joué ensemble à Arsenal, de toute façon, Balogun n'y jouait pas du tout aux attaquants quand tu vois les vidéos, quoi, et puis ça a l'air d'être un milieu sur le côté ou un ailier. Mais non, j'ai l'impression que ça marcherait beaucoup plus, quoi. Deux attaquants plutôt rapides et tout, qui peuvent prendre plus facilement la profondeur chacun, tirer des appels, contre-appels pour étirer la défense, libérer de l'espace pour les milieux. Ça, je pense que ça doit bien marcher, peut-être même avec Ilin Ekena qui... Ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça demande à être vu, hein, tout ça. De toute façon, je pense que de toute façon, ça Balogun, parce que là, ça va être dans très longtemps, mais je pense que Uther, il va avoir toute l'occasion de pouvoir tester, parce qu'il va falloir qu'il trouve des solutions, vu qu'en ce moment, il n'y a rien qui marche. Oui. Donc, il va falloir qu'il teste, de toute façon. C'est clair. En tout cas, tactiquement, je crois que le 4-2-3-1, là, il est rincé, là, le machin. Ouais. Je veux dire, tout le monde a compris comment jouer. Il n'y a plus du tout la moindre surprise. Mais le problème aussi, c'est que on n'arrive absolument pas à inverser la donne quand on change de système. Quand on passe à 3, ça ne fonctionne pas. Quand on joue en 4-4-2, ça ne fonctionne pas non plus. Bon, en ce moment, il n'y a quand même pas grand-chose qui marche, hein, de toute façon. Donc... Non, parce que tu as un gros problème de fatigue, de mental sur tes joueurs qui fait que c'est très difficile d'avancer, quoi. Il faut qu'on ait un match déclic, hein, c'est tout. Il faut qu'à un moment donné, on arrive sur un match à aller chercher une victoire un peu peut-être chanceuse, quoi, qui fasse du bien mentalement aux joueurs. Pourquoi pas mardi? C'est idéal, parce que c'est haute compétition, adversaire qui est quand même à un sacré niveau. Donc aller chercher, et que ça donne en plus la qualification si tu gagnes. Donc, du coup, c'est le genre de match qui peut justement faire changer les choses. Mais bon. J'ai lu, alors je sais pas si c'était une vraie info ou si c'était une interprétation, mais j'ai lu dans l'un des papiers de l'équipe, il disait que visiblement la pression la peur d'une élimination en Ligue des Champions pesait sur le groupe. Sûr, on a dû leur parler de la prime, mais du coup, ils vont se dire, merde, on va la perdre. Je pense qu'il y a de la pression, là. Je pense que le billet est sacrément important pour eux s'ils passent le tour. Mais bon, c'est vrai que je trouve que c'est... pour une équipe qui était autant en confiance en début de saison, déjà de s'écrouler autant comme ça, mais je sais pas, de passer de... Tu t'étais à 99% de chances de passer. Tu passes une équipe qui en 8 mois a perdu un match contre Lyon. Un scénario un peu improbable. Et tout le reste, en plus, c'est quasiment que des victoires. Pendant 8 mois, tu étais une équipe qui marchait un peu sur tout le monde, quoi, et tu t'écroules comme ça, quoi. C'est... Mais en tout cas, voilà. Je veux dire, moi, ça me paraît quand même bizarre. Je sais pas si, encore une fois, si c'était une info ou pas, mais ça me paraît bizarre que
c'est à cause de ça que tu te rates contre Reims, que tu te rates contre Nantes, que tu te rates contre Montpellier. Enfin, je sais pas. De quoi, de la pression du match de Ligue des Champions? Ouais, je pense qu'à ce niveau de professionnalisme qu'ont les joueurs, ils savent quand même faire la part des choses et pas se projeter déjà 5 matchs plus loin en disant merde, il y a le match contre Aston, merde, j'ai déjà peur. Je pense que tu arrives à quand même à prendre les matchs les uns après les autres, quoi. Alors du coup, mais peut-être est-ce que depuis Benfica, ils ont eu. Après, visiblement, Benfica était une cassure. Donc, Après, je pense oui, que ça doit faire très très mal au crâne la défaite contre Benfica. Ouais. Ça, par contre, je suis d'accord que mentalement, ça a dû briser quelque chose, ça a dû faire mal à la tête et que derrière, c'était peut-être un peu dur de s'en relever parce que derrière, tu as enchaîné tout de suite avec la défaite contre Marseille que tu offres aussi. Ouais. Et je pense que c'est surtout ça, l'enchaînement des 2 matchs-là où tu perds dans 2 compétitions, vraiment 2 matchs très importants. Ça, oui, je pense que ça a cassé quelque chose et que mentalement, maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui foire, on n'arrive plus à aligner 2 passes, quoi. Ça se voit sur ce match. Hein. Tu fais une première mi-temps qui est quand même plutôt bonne, même si tu n'arrives pas à marquer. Bon, ça, c'est ton problème depuis un bon moment, mais tu as le pied sur le ballon, c'est toi qui as les occasions. Tu te fais prendre quelques comptes, mais ça va, tu gères encore. C'est pas tu prends un but, c'est que tu as donné un but. Là, tu vois derrière, l'équipe, elle s'écroule. Parce que mentalement, tu as la fragilité qui leur saute en plein dans la gueule et du coup, ils ne savent plus rien faire. Et c'est mentalement qu'on craque sur ce match, hein, clairement. Ouais, pas que sur celui-là, de toute façon. Ah ouais. Bon, enfin voilà. On verra évidemment comment ça va se passer contre Villa. On va enchaîner, on va terminer avec les top flops. Alors moi, les tops, ça va être très rapide. J'en ai pas. Voilà. Pareil, hein, contre Reims, je vais essayer quand même de retirer un peu du positif. Là, j'ai pas envie. Hein. Donc, les flops. Enfin, t'as des tops, Pat ? Bon, si par top, il faut sortir le joueur qui... Pour ressortir un joueur, c'est KR, parce qu'il a mis au moins un but, quoi. Voilà. Mais après, derrière, défensivement, il n'aide pas forcément. Il fait partie de la défense qui en prend 2, quoi. Oui, puis à la fin de la seconde période, c'était un peu la panique, hein, aussi. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas un joueur vraiment qui est très bon sur ce match-là. Ils sont tous... Moi, j'ai mis personne au-dessus de 5, hein, dans tous les cas. Donc, au moins... je suis très surpris de voir qu'il est 6 dans les médias, dans les 2 médias, quoi. Même si tu as mis un but, c'est quand même très bien payé, quoi. Ah, ça fait un point, hein. Mais oui, non, pour moi, voilà, j'ai mis personne au-dessus de 5, donc la moyenne au mieux, et basta. Les flops, alors par contre, là, il y a du monde. Hein, Ouattara, on n'a pas parlé de son match encore, on a juste évoqué son erreur, mais si on parle du match dans les grandes largeurs, alors là, c'est une synthèse. T'es pas chaud. Non, mais ou alors t'essaies de trouver les mots pour pas être... Ni défensivement, t'as quelque chose à dire en positif, quoi. Des 2 côtés du terrain, il n'y a rien sur ce match-là. Il n'a pas le niveau. Je vais redire ce que j'ai déjà dit sur lui. Ouais, il est intéressant quand il rentre en jeu. Quand il rentre en jeu, il fait des belles entrées, où il fait des superbes courses, des beaux centres et tout. J'ai l'impression que quand il n'est pas titulaire, il va chercher vraiment à bien se faire voir, à faire tout bien correctement pour essayer de profiter au maximum du temps de jeu qu'on lui offre. Et dès qu'il est titulaire, c'est bon. Je me pose, ou je sais pas, peut-être qu'il a du mal à gérer 90 minutes et donc du coup, il se laisse trop aller, je sais pas. Mais à chaque fois qu'il est titulaire, c'est une catastrophe, quoi. À chaque fois. Alors que sur les entrées en jeu, c'est loin d'être catastrophique non plus, quoi. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, il a laissé des boulevards dans son dos. C'était une catastrophe. Défensivement, il n'y a rien qui va. Et offensivement, il apporte absolument pas, quoi. Enfin, il y a 2 bons centres et puis c'est tout, quoi. Donc, c'est ce que j'ai regardé, ce qu'il a fait des centres. Je n'ai même pas souvenir. Je crois qu'il y en a 2. Alors ça, on lui enlèvera pas sa qualité de pied. Mais enfin, derrière, il faut savoir défendre. Et clairement, lui, il sait pas défendre. Ça, c'est une évidence. Dans les autres flops, tu as envie de parler de qui ? Moi, de demi-offensif, Ben Seguir avec Louche, même si Ben Seguir, c'est quand même l'acteur qui a fait qui a le plus d'action et qui est le plus dangereux sur le match, mais c'est le fait qu'il joue beaucoup trop solo sur ce match, quoi. Qu'il lève pas la tête et qu'il cherche à faire plus l'espoir perso que collectif. Et c'est pas le collectif là qu'on va s'en sortir. Hein. Il faut pas, c'est pas un joueur qui va faire un exploit qui va arriver à nous sortir de la galère dans laquelle on est. Ça marchera sur un match, mais le match après, tu recommences tout à zéro, quoi. Ça passe forcément par retrouver du jeu collectif et mettre des buts ensemble pour que toute l'équipe se ressoude et que ça fasse ressortir quelque chose, quoi.
Et en ce moment, il montre pas du tout l'exemple, quoi. Il voit que l'équipe ne va pas en ce moment, et du coup, ils cherchent plus à se sentir eux perso de cette situation que de sauver l'équipe, quoi. Et c'est très chiant. J'ai quand même envie de mettre aussi Maeshki, parce que c'est vrai qu'on a parlé du premier but qui est donné par Mawassa. Non, pas de réaction. On en a parlé tout à l'heure. Non, mais sur le Mawassa, c'est pas ta fin. Non, je l'ai pas. Ah bon, tu dis pas le groupe depuis quelques jours? Non, ça, j'ai pas. Donc j'étais un peu malade non plus. Oh, bah c'était après Je le sais pas débrief là, de Nantes avec Adrien. Qui avait ça. Non, Bon, très je bien, l'ai bah, pas. tant pis, c'est terrible, c'est un grand Désolé. moment de solitude pour moi, c'est pas grave. Ils se foutront de ma gueule dans le groupe. Bref, non, c'est le premier but, on a parlé du premier but, mais le deuxième, Maejeki, le plongeon, premier poteau. Voilà, hein. Faut les sortir ces ballons-là, quoi. Pour moi, le deuxième but, il est aussi pour lui, quoi. Donc... Voilà. Alors il fait une très bonne première période, en tout cas bon, il est vigilant sur les ballons, il est très bon sur la sortie devant Cazerie en première période, mais voilà, il y a un but qui est pour lui, pour moi, et son plongeon il est absolument pas bon, et le premier, bon, c'est un positionnement voilà, qu'on peut le critiquer sans forcément incriminer totalement, mais on peut quand même critiquer son positionnement et sa lecture de la profondeur. Mais voilà, en tout cas, le deuxième but, et c'est ce deuxième but qui nous crucifie. Donc, Non, mais il n'y est pas non plus. Hein. Comme tout le reste de l'équipe, en ce moment, il n'y est pas du tout. Hein. Donc, Et il est revenu. Maintenant, pour le coup, ouais, alors c'est vrai que depuis qu'il est revenu de sa première blessure. Ouais. Il revient pile poil quand l'équipe commence à aller vraiment pas bien, et du coup, il est de tous les mauvais matchs. Hein. Et pourtant, bon, il a fait quelques bons matchs, hein, comme Arsenal, mais bon, c'est vrai que on avait fait le débat de la gestion des gardiens, on s'était quand même posé la question de savoir si il allait vraiment retrouver sa place par rapport à Philippe Keun. Hutter l'a conforté, mais je sais pas. Je me demande si quand même... mais il faut pas grand-chose pour qu'il saute aussi. Ouais, mais je me demande quand même à quel point si les 2 derniers matchs là, qu'il a passé sur le banc, ça a quand même pas instillé un doute aussi. Pas sur lui, en tout cas pour lui personnellement, tu vois, est-ce qu'il gamberge en se disant ou il a le sentiment qu'on lui fait pas confiance à 100%, tu vois. On invoque le fait qu'il reprenne, qu'il était blessé, donc qu'il refait. À partir du moment où il est sur le terrain, enfin sur le banc, sur la feuille de match, c'est qu'il est apte à jouer. Voilà. Sinon, parce que si Keun se pète, il rentre. Il joue. Donc ça veut dire que encore une fois, il doit... Ouais, je suis d'accord. Bon, Subasic à l'époque, voilà, il était sur le banc, mais visiblement, il n'était pas toujours apte. Ou pas envie, ça dépend. Mais en tout cas, il restait un peu fragile sur certains aspects. Là, a priori, s'il rentre, c'est qu'il était capable. Donc, passer 2 matchs comme ça sur le banc, je me demande s'il n'y a pas eu un genre de test de la part du staff en invoquant pour Keun, en invoquant la reprise progressive de Maeshki, de la prudence. Et je me demande à quel point finalement ça l'a aussi pas un petit peu fragilisé. En tout cas mentalement ça lui a peut-être mis un doute. Et voilà. Maintenant c'est sûr que s'il fait aussi s'il sort pas les buts quand il peut les sortir, c'est sûr qu'on peut imaginer, qu'on peut comprendre que certains doutes peuvent être légitimes, mais voilà. Je me dis c'est pas tout blanc ou tout noir et tous les torts ne peuvent pas être que pour lui. Voilà. J'ai encore alors moi j'ai encore 2-3 flops à distribuer, je sais pas si t'en as d'autres. Moi j'ai alors si tu les partages et que t'as envie d'en parler, Thésée, hein, quand même, Salissou aussi et Camara. Voilà, s'il y en a qui te chauffent, vas-y. Ah bah Salissou, oui, parce que pour moi, c'est pas mal d'actions et ils couvrent leur jeu encore une fois, quoi. Ouais. Et ça me saoule, ça. Même sur le deuxième but, quoi. Sur le deuxième but, pourquoi je sais plus qui fait l'attaque, qui fait la passe à El Tamari. C'est Nordin. Oui, voilà. Kier est sur Nordin.
Et Salissou va sur lui aussi. Et je comprends pas pourquoi ils vont le défendre à 2. Et que, du coup, El Tamari, bah, du coup, il s'écarte et forcément la passe, elle va sur lui, quoi. Et du coup, bah, il se retrouve tout seul. Je comprends pas pourquoi il fait ça, quoi. Pourquoi va au moins sur la ligne de passe ou quelque chose, je comprends pas. Plutôt dans le match aussi, à un moment donné, il fait pareil sur une action qui finira pas en but, pareil, il couvre un hors-jeu. Et c'est pas la première fois, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a vraiment énormément de problèmes de positionnement avec lui, quoi, qui nous coûtent cher, surtout sur ce genre de match où ça se joue beaucoup en contre-attaque et tout, à peu de choses. C'est très chiant, quoi. Jordan Tézé, bon bah... Voilà. Ouais, mais après, il joue pas à son poste. Son poste, c'est milieu de terrain, on le sait, quoi. Peut-être, hein, peut-être. En tout cas, bon, je l'ai pas vu. Je trouve que clairement au niveau de la combativité, au niveau de l'engagement, de l'activité, il est à des années-lumière de ce que propose Wanderson. Juste sur l'intensité, juste voilà, il est mou, il est après, apathique. Tu le compares avec le seul joueur qui en ce moment. Ouais. Et bon, j'ai envie de dire, j'en vois pas beaucoup d'autres qui sont au niveau de Wanderson. C'est vrai que depuis la reprise, c'est le seul que à chaque fois je mets un peu au-dessus. Ouais. Mais voilà. Alors à ce niveau-là, il est en dessous, mais voilà. En plus, t'as l'impression qu'il a pas envie, t'as l'impression qu'il se cache, t'as l'impression que, enfin, il apporte rien. Il a laissé des espaces aussi. Hein. Alors bon, il a pas. Il y a rien. C'est pas trop venu de son côté, donc ça passait. Mais la première situation là, un des premiers centres, je crois. De Silla devant le but ou quoi, enfin voilà, ça déroule dans son couloir tranquille, lui on sait pas ce qu'il fout, on sait pas où il est, voilà. Donc voilà, il y a plein de situations où il réaxe, enfin il joue très proche de l'axe, il colle pas vraiment la ligne, donc je sais pas pourquoi s'il y avait une consigne à ce niveau-là, dans le placement, je sais pas trop, mais bon, très clairement, il avait pas trop dans son couloir, ça défendait pas super, puis offensivement, il a strictement rien amené, donc voilà. Je l'ai même pas vu, je sais même pas s'il est venu une fois aux avant-postes, il a fait un centre dans ce match. Voilà. Camara, est-ce que tu as envie de dire un mot sur Camara ou pas ? Non, moi je peux reparler de l'association avec Magassa qui marche absolument pas pour moi. C'est absolument deux milieux de terrain qui sont pas complémentaires. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais les deux, parce que franchement je trouve que bon, ce match-là bien sûr, mais Camara est un très très bon milieu, fait toujours partie pour moi d'une des très bonnes recrues qu'on a pu faire cette saison. Elle a beaucoup d'avenir, très très bon et prometteur. Magassa aussi, comme j'ai dit, deux débriefs de ça, je vois pourquoi on l'a conservé, pourquoi on a un peu parié sur lui, parce qu'il montre des choses qui sont très intéressantes. Mais les deux ne vont pas ensemble, quoi. C'est trop faible. Si on veut les faire jouer ensemble, il faut un troisième milieu de terrain, il faut les accompagner, parce que ça ne fonctionne pas. Les deux ont des profils qui ne sont pas complémentaires, et on n'arrive pas à tenir les milieux de terrain. Et pourtant, à chaque fois, on joue contre des équipes qui sont pas d'un niveau. Bon, ils ont joué contre Arsenal quand même, mais là, je veux dire, le terrain en face, c'est pas non plus. C'est pas celui d'Arsenal, quoi. Hein. Et pourtant, ils arrivent quand même pas à le tenir sur les. Oh, je sais pas. Chotard Haute-Garde, ça se vaut, non? Et voilà, et les résultats sont là. J'ai sorti les stats dès qu'ils jouent, quoi. Je crois qu'il y a 2 victoires sur 10 matchs, quoi. Alors que quand ils jouent avec Zakaria, l'un ou l'autre, quoi, c'est des résultats qui sont largement supérieurs, quoi. Après, ça vient aussi du fait que Zakaria est d'un autre niveau, mais de toute façon, il n'y en a aucun des deux qui est Zakaria. Donc on ne peut pas jouer dans la même tactique, dans la même formule, où on demande à l'un des deux de remplacer Zakaria. Ils n'ont pas du tout le même profil, ils ne savent pas faire ça. Après, je crois que Hutter disait que c'était Magassa qui présentait le profil un peu plus proche de... Il demande à Magassa de faire ce rôle de box-to-box que peut avoir Zakaria, à jouer très défensif et à porter le ballon très haut, être un relais quand même très important pour nos milieux offensifs, avec une grosse frappe et tout. Mais je trouve pas, pour moi, Magassa, c'est un bon milieu de terrain sur un 4-3-3 au point de base, quoi. Je le préfère en défense. Après, c'est peut-être parce que je l'ai vu jouer trop souvent en défenseur central. Et qui était pas bon. Ouais, voilà, il y a eu quelques bons matchs, mais après, il y en a eu beaucoup des mauvais, et on s'est dit, bon, ce serait bien que l'expérience s'arrête, quoi, l'an dernier. Donc, je suis pas convaincu non plus. Mais le problème de Magassa, pour moi, c'est que c'est un joueur qui a une bonne qualité de pied, mais qui est trop nonchalant, qui a besoin de
de temps en fait sur le terrain, et le problème c'est que le jeu va toujours plus vite et il n'a pas ce temps, donc c'est à lui de se bouger quoi. Mais sur ce match je l'ai quand même préféré à Camara, voilà. Je te rejoins. Bon écoute, on a fait le tour hein, de toute façon, je pense qu'on a tous envie de plier ça et d'aller dormir. En espérant évidemment que ça va se réveiller contre Aston Villa, que ça va enfin amorcer le déclic, parce que sinon ça va vraiment être très long et ça va commencer à nous gonfler aussi. Enfin, ça nous gonfle déjà hein, et je pense que ça se voit, ça s'entend même. Mais voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde que ça recommence un peu à gagner des matchs, parce que voilà, sinon ça va être dur de tenir comme ça jusqu'à la fin. Heureusement qu'on n'est pas supporter de Montpellier, j'ai envie de dire. Radio Payade, là, au bout de 3 journées, elle est déjà pliée, la truc. Hein. Le projet mort-né. Bon, alors, en tout cas, donc on va enchaîner sur les paris. Oui, les paris. Donc, 0 sur 2 pour Montpellier. Rome avait mis un but de Birette, qui n'est pas arrivé, et moi, alors bon, moi c'était plié déjà bien avant le match, puisque j'avais mis que Diop allait jouer au moins, sur ce match. Il était même pas dans le groupe, mais il a joué quand même avec le groupe élite, donc j'ai envie de m'accorder un demi-point quand même. La mauvaise foi légendaire du gars, tu sais. Non, il a joué avec le groupe élite avec Koulibaly. Petite bonne nouvelle quand même, le fait que Koulibaly ait rejoué aussi contre ce week-end. Voilà, donc c'est son premier match c'est pas un match, c'est pas une compétition, c'est pas un match officiel, mais voilà, premier match en tout cas pour lui depuis 8 mois. Donc voilà, c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour lui aussi qu'il ait pu retrouver les terrains. Donc 0 sur 2 pour ce match de Montpellier. Va-t-on faire mieux, Patrice, pour Aston Villa? Quel est ton pari? Ton prono plutôt. Paris prono. Il faut savoir que je serai au stade pour ce match-là. J'ai eu le choix pour aller voir un des matchs de Ligue Champion, bon, sauf Barcelone, parce que c'était beaucoup trop tôt. Donc j'ai choisi moi-même ce match-là contre Aston Villa. J'espère que je ne vais pas le regretter. C'est quand je vois la tournure des événements. Moi, je me dis que ça ne doit pas pouvoir être pire que Benfica quand même. Ça peut carrément être pire que Benfica. Oui, ça peut. On rappelle, qui va-t-on retrouver sur ce match d'Aston Villa qui sera présent. Ouais. Monsieur Obrenovic. Et alors, il sera que 4e arbitre. Hein. C'est l'info qui est tombée dans la soirée. Il sera juste à côté d'Hutter et tout. Quoi. En plus, voilà, il sera content. On va se régaler. Et un des 2 arbitres VAR qui était également là contre Benfica a été aussi reconduit sur ce match. Hein. Donc, ça, je trouve ça plus grave. Parce qu'eux, ils n'ont rien vu non plus. Hein. Oh, ils n'ont pas voulu voir, je ne sais pas. Ouais, mais la bonne nouvelle, si je puis dire la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que l'arbitre, celui qui a été véritablement, qui sera le vrai arbitre, hein, on va dire, de ce match, l'arbitre central, donc c'est Slavko Vincic. Lui, c'est quand même un arbitre qui est quand même, qui a un peu de bouteille. Hein. Il a déjà fait 35 matchs de Ligue des Champions cette année. Il a déjà joué, il a déjà arbitré à l'Euro, à la Coupe du Monde au Qatar. C'était lui qui a arbitré notamment le Arsenal PSG cette année en Ligue des Champions, donc voilà, c'était une grosse affiche, donc voilà, c'est quand même un mec qui a de la bouteille, donc on peut imaginer que ça se passera peut-être un petit peu mieux, ou qu'en tout cas il sera un peu moins dépendant, on va dire, de ses assistants VAR peut-être, et surtout il faut croiser les doigts, là on va toucher du bois pour qu'il se pète pas, parce que s'il se pète, c'est l'autre j'allais dire l'autre fils qui rentre et qui nous arbitre. Donc faut espérer surtout que les quadrilles, là, les muscles, tout ça tout tienne bien hein, jusqu'au bout. Hein. Enfin, pas de blessure. Hein. Voilà. Du coup, ton prono, pardon. Long laïus sur l'arbitre. Vu dans quelle galère on est en ce moment, forcément, c'est le petit but de Tielemans. Assassin. Tielemans qui a marqué contre Arsenal ce week-end. Donc voilà. Et eux, ils ont fait 2-2 contre eux. Ils ont fait 2-2. Tout à fait. Ils étaient menés 2-0 et ils sont remontés 2 buts partout. Donc comme quoi, eh bien, moi je pense que tu vas avoir des buts, mon cher Pat. Après, si mon prono est exact, je pense que tu vas pas te régaler forcément, parce que je pronostique 3 buts pour Aston Villa.
Ouais. Ok. Ah bah voilà. Tu verras des buts, j'espère. Les 500 km de retour vont être durs. Le retour va être long. Voilà, on l'a compris, on est pessimiste. Hein. Le pessimisme a un bel avenir. Ah bah, écoutez, t'es sur les 11 derniers matchs, tu as gagné contre des amateurs et un match seulement. Quoi. Et tu rencontres vraiment une des très très grosses équipes européennes en ce moment qui réussit bien en PL, qui réussit bien en Ligue des Champions. Après, on rigole un petit peu, mais on va quand même noter qu'a priori, Singo et Zakaria seront de retour sur ce match-là. Ce qui devrait quand même faire beaucoup de bien. Voilà, ce sera aussi l'occasion de voir si, justement, avec ces deux joueurs, en tout cas surtout avec Zakaria au milieu, ça va mieux, vraiment mieux ou pas, ou est-ce que c'est vraiment la dynamique qui fait que peu importe les joueurs, peu importe, voilà, il n'y a plus de... Parce que jusqu'à présent, on parle beaucoup de dépendance vis-à-vis de Zakaria. Voilà, on aura peut-être l'occasion aussi de voir sur ce match-là ce qu'il en est réellement. Puis on va retrouver un gardien qui adore la France. Donc, après, est-ce que Monaco, c'est la France pour lui? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je pense... Tu veux dire, contre Lille, il a bien fait sentir, quoi. Ouais. Puis après, c'est vrai que les supporters monégasques étant aussi pour beaucoup français, je pense qu'il aura... Ils vont aller le chatouiller, oui. Voilà, il aura droit à un petit accueil, donc je pense qu'il en faudra pas plus. Il va vite nous faire son numéro, je pense. Mais bon, s'il pouvait se trouver plutôt, ça nous arrangerait. Ça lui est déjà arrivé. ça lui est arrivé contre Arsenal. C'est pour ça. En tout cas, merci Pat pour ce débrief. On va vous donner rendez-vous donc pour le débrief d'Aston Villa. Donc match mardi, match à 18h45. Attention, ne vous trompez pas. On va jouer un petit peu avant tout le monde sur ce match. Voilà. Super horaire. Ouais, les horaires qu'on apprécie. C'est bien, au moins, comme ça, après, quand tu feras tes 500 bornes de retour, tu rentreras plutôt à la maison. Hein. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on vous dit à bientôt pour un nouveau débrief. Allez, salut à tous, c'est Dag et Monego. Ciao, ciao. Et bisous.